Peut-être. Bonjour à tous. Merci en tout cas de m'avoir convié. Je suis très heureux d'être ici. Ça me paraît être important. Le dialogue est déjà engagé. Il est plutôt performant et pertinent, me semble-t-il. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, et ça veut dire que on plante des arbres un peu partout, mais malheureusement on ne plante pas des arbres un peu partout pour s'amuser. Aujourd'hui, on en a cruellement besoin. Il y a un sujet qu'on a effleuré ce matin, qui est celui de l'érosion. On n'a pas osé lâcher le mot. Le problème, il est évidemment aussi là. On a un tout petit peu parlé de réserves utiles en eau dans les sols. Le drame aujourd'hui, c'est l'érosion, c'est le travail du sol, et le travail du sol est la mort de toutes les agricultures. Et ça, on le sait depuis quelque temps. On ne le sait pas depuis très longtemps, mais on le sait aujourd'hui, c'est avéré, malheureusement. Malheureusement, à chaque fois qu'on travaille le sol, on appauvrit et on pollue. Donc on doit compenser. Donc on s'appelle Association française d'agroforesterie. Deux de mes collaborateurs sont là. On est basé un peu à Bruxelles, un peu à Paris, un peu à Montpellier, un peu dans le Gers, un peu partout. Enfin, pas assez. On s'appelle aussi Arbres et Paysages 32 dans le département du Gers. On est une association d'agriculteurs fondée en 1990 par et pour les agriculteurs pour répondre à des questions de réarbrement des campagnes. Comment on gère, comment on plante, comment on valorise et comment on essaie d'être gagnant-gagnant avec ces questions-là. C'est pas toujours simple. Je crois pouvoir dire que l'arbre n'est pas une solution miracle. Alors Eric m'a demandé de raconter une histoire drôle pour démarrer, j'en ai pas. Donc ça c'est un peu ennuyeux. Il m'a dit soit une histoire drôle, soit une histoire de rugby. Je lui ai dit, putain, deux domaines sur lesquels je suis pas mauvais, mais j'oublie tout. En tout état de cause, une histoire drôle, c'est celui du magret. Si vous mangez du magret, comme c'est bientôt la période, si vous mangez un magret agroforestier, je peux vous garantir que ça n'a rien à voir avec un magret qui ne l'est pas. Il y en a un qui a du goût, il y en a un dont le bâtiment est protégé, il y en a un qui a produit de l'énergie, il y en a un qui a recyclé les effluents d'élevage, qui a intégré le bâtiment, qui a limité les questions de directives nitrates, qui a mangé de l'herbe, qui n'a pas gaspillé d'aliments, qui a un poids vif plus important, qui n'a pas été stressé, qui n'a pas été gavé d'antibiotiques. Et je ne voudrais pas faire de rapprochement ni de parallèle hasardeux et trop rapide avec la vigne, parce que ce serait un peu prétentieux et un peu trop ambitieux en l'occurrence. Mais il n'empêche qu'entre un magret, ça on le connaît bien, sur la vigne on commence à y arriver, même si Eric l'a dit, les techniques ancestrales nous montrent quand même des enseignements. Les vieux n'étaient pas si cons que ça, je serais tenté de dire, et ils savaient compter. Mais sur le magret, on en est sûr. On l'a vérifié des centaines de fois, je peux vous garantir qu'il est plus goûteux. Il y en a un qui est positif, il y en a un qui est négatif. Voilà. C'est pas drôle, mais j'ai trouvé que ça, Eric, excuse-moi. Sur le rugby, j'ai une histoire de Walter Spanghero, mais je ne sais pas si elle est... On parlait de la valeur intrinsèque. Enfin bon, peut-être si je suis en forme à la fin, mais je ne sais pas s'il me restera du temps, mais j'ai plein de choses à vous dire. Voilà, donc je dois parler d'agroforesterie, mais j'ai quand même envie un peu de parler de vignoble et de viticulture et de discuter avec les viticulteurs, parce que ça me paraît fondamental. Encore une fois, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution clé en main. Il y a une chose que je dois dire aussi et que vous savez, c'est que le sol, il ne doit pas être travaillé, il doit toujours être couvert, et il doit toujours avoir une plante la plus grande possible. Mais ça, vous le saviez aussi. Mais c'est important que de le rappeler. Et on a fait un rapport pour nos amis du ministère de l'écologie. C'est nos amis, puisqu'ils sont gersois aujourd'hui, ça ne durera pas, donc profitons-en. On a fait un rapport, mais c'était avant en l'occurrence. On a fait un rapport pour le ministère de l'écologie qui nous a demandé dans le débat de transition énergétique de regarder un peu ce qu'on faisait, à quoi on servait. Et on s'est rendu compte, malheureusement, puisqu'on est quand même fondamentalement un peu agriculteur, avant tout, on s'est rendu compte qu'en France, on stockait la moitié du carbone qu'on devait stocker tous les ans, à cause du travail du sol. Précisément, on empêche le stockage de la moitié du carbone qu'on devrait stocker, et là, les écosystèmes s'effondrent. Et moi, je vais essayer de vous parler modestement d'écosystèmes. La moitié du carbone qui devrait être stocké annuellement en France ne l'est pas. Donc on peut essayer d'agrandir les forêts, on peut essayer de bricoler. C'est pas ça dont on a besoin. C'est en grande culture, dans tout type de culture, à chaque fois qu'on travaille le sol, on évacue tout le carbone stocké dans l'année. Et ça, c'est absolument dramatique. Et je peux vous garantir, et il paraîtrait même que dans les sols, en vigne, on a besoin de recapitaliser en carbone, puisqu'il paraît que quand on capitalise en carbone, on indexe de l'eau, de la matière organique, de l'activité biologique et de l'azote. Il paraît. Alors je vais vous passer quelques diapos quand même, parce que c'est le contrat, c'est ça. Donc les techniques ancestrales, on les connaît. J'arrive d'Italie, puisqu'on a créé l'association italienne d'agroforesterie. Dans la région de Venise, on était agroforestier à 100%. Il n'y avait pas une vigne dans laquelle il n'y avait pas un érable champêtre. Et il paraîtrait même qu'il y a une interaction entre érable et vigne intéressante, des complémentarités incroyables et pas de concurrence.
Alors, ça, c'est un peu de la provocation, mais on est là pour ça. Donc, c'est une photo aérienne parmi tant d'autres. Des parcelles, apparemment c'est de la vigne, entourées de bois. Mais il s'avère que c'est vraiment de la provoque. Mais bon, de toute façon, j'aime bien prendre des claques. Non, c'est pas du tout de la provoque, c'est juste de se rappeler aux écosystèmes et à des règles de base sur lesquelles on travaille aujourd'hui en agroforesterie. Il était temps qu'on y arrive. Les techniques, notamment la recherche de nos amis de l'UMR Système de l'INRA de Montpellier et collaborateurs et les techniques ancestrales nous montrent des choses absolument passionnantes. Simplement, ici, on est en vigne avec un terrain travaillé et juste à côté, on est en bois et en forêt. Et je peux vous garantir qu'on produit beaucoup plus de biomasse dans la forêt que dans la vigne. On produit beaucoup plus de biodiversité. C'est un peu gratuit, mais on va y revenir. On produit beaucoup plus de choses sans intrants, sans travail du sol, sans eau, sans fongicides et sans rien. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas tellement de vin avec le chêne, l'érable et le hêtre. On est bien d'accord, hein, parce qu'avant même que vous le disiez, Monsieur le Président, je préfère l'anticiper. N'est-ce pas? En tout état de cause, le modèle de l'arbre et le modèle de la forêt doit nous donner un certain nombre d'enseignements sur lesquels on est aujourd'hui peut-être apte à franchir un cap. On produit beaucoup plus de biomasse et là on n'arrose pas. Je n'ai pas dit qu'il fallait arroser ou pas. Je dis juste que là on n'arrose pas et ça marche encore. Et au mois d'août, sur les bancs calcaires du Gers, dans les chaînes pubescentes, il n'a pas plu depuis fort longtemps, on mobilise encore des quantités incroyables de biodiversité, d'humus et surtout d'eau. Alors on va se promener un petit peu dans l'Arganeraie, parce que ça c'est intéressant, c'est les portes du désert, c'est à quelques centaines de kilomètres de Marrakech, c'est un système agroforestier qu'on dit extensif alors qu'il est extrêmement intensif, compte tenu du sol sur lequel il est, des conditions. C'est un système qui pour moi est très intensif, puisqu'on y produit un maximum de denrées alimentaires au sens large, plus de la cosmétique, plus du paysage, plus etc. Et ce sont des arbres, comme vous le voyez, qui produisent de l'herbe. C'est-à-dire qu'il n'y a de l'herbe que sous les arbres. Alors c'est un détail, sauf qu'on est en train de démontrer que ces arbres-là produisent plus d'eau que ce qu'ils ne consomment. C'est-à-dire qu'ils réassemblent et créent de l'eau nouvelle qu'on n'avait jamais vue. Donc les résultats ne sont pas encore sur la table, mais il semblerait qu'on puisse en être destinataire assez vite. Donc voilà ce qui nous inspire fondamentalement. Ce qui nous inspire dans ces systèmes agroforestiers, c'est aussi de lutter contre quelques idées reçues. Et les gens de Montpellier le savent bien, il paraît qu'ils ne poussent rien sous le noyer. La plupart des essais agroforestiers sont sous les noyers. C'est vrai que d'aller planter de la vigne ou du blé sous un chêne centenaire, il ne poussera jamais rien, soyons clairs. Mais peut-être qu'on a un certain nombre d'interactions, de mécanismes que l'on avait un peu oubliés, des complémentarités. J'y viens, vous le connaissez tous le mot, ce sont les mycorhizes, évidemment. Alors les voilà les mycorhizes, on n'a pas pu les dessiner, c'est pas grave. C'est pas une vue d'artiste, hein. C'est les résultats de la recherche, en l'occurrence sur du peuplier, sur des clones qui ont, paraît-il, des systèmes racinaires traçants. Donc voilà ce qu'on sait faire en culture et en grande culture. On sait piloter un arbre, le faire descendre. Alors le clin d'œil, il est là aussi. Cet arbre est une trogne. Vous savez tous ce que c'est qu'une trogne, puisque la vigne est une trogne. Donc nous avons plein de similitudes et nous avons certainement plein de sujets à creuser et à élaborer. Ça veut dire qu'ici on a un arbre tétard dans lequel il y a des cavités, qui hébergent une biodiversité dans sa tête incroyable. Peut-être une biodiversité régulatrice de certains prédateurs. C'est aussi une machine qui fabrique des quantités de bois industriel sans qu'on le coupe jamais. C'est aussi une machine qui recycle 40% de son système racinaire, en racines fines ou en racines feuilles, annuellement, et qui injecte des quantités de ce qui s'appelle aujourd'hui de l'humus ou de la matière organique dans les sols. Hein, et c'est ça un peu notre source d'inspiration. Alors elle est aussi là, je suis obligé de dire, et vous le savez aussi, mais il faut vraiment se le dire, en tout cas il faut vraiment se le partager, la vie du sol se joue dans les 4 premiers centimètres. Hein. Sur le rugby, une équipe, je sais pas, j'imagine qu'une équipe de rugby, on la nourrit tous les jours. Eh bien, un sol, c'est strictement la même chose. Il faut le nourrir en matière fraîche, absolument tous les jours. Quand on met du compost sur un sol, c'est comme quand, dirait mon copain Konrad Schreiber, c'est comme quand on mange une entrecôte et qu'on nous amène que l'os. Le sol, il a besoin de matière fraîche, absolument
tous les jours. Voilà, il est là et ça se joue sur les 3-4 premiers centimètres. Une équipe de rugby, si on lui passe, si on l'envoie au bloc opératoire 3 fois par an, elle est moins vaillante, n'est-ce pas? Et un sol, à chaque fois qu'on lui passe un outil sur la gueule, il a très mal, il souffre et on casse la maison mère qui est celle des vers de terre et qui indexe beaucoup de choses. La plupart, disons-le nous, du cycle de l'azote passe par le tube digestif des vers de terre. Les plantes fixatrices d'azote, comme les légumineuses, n'en font que 10 ou 15% du travail. Le sol est un poumon qui respire, qui injecte de l'air et qui fixe l'azote, qui indexe, là aussi, tout dessus. Après, le triptyque, il est simple, c'est la plante, le ver de terre, et puis après, les micro-organismes, les bactéries et les fameuses mycorhizes de ce cortège des champignons. Donc, je ne dis pas que c'est simple, parce qu'arrêter le travail du sol, en grande culture, on a déjà beaucoup de mal. En maraîchage, c'est pas simple. En élevage, c'est facile. En vigne, il y a encore du boulot, me semble-t-il. Mais je pense pouvoir dire que c'est probablement un pilier de l'arrêt d'un certain nombre de traitements, puisque si on veut des plantes en bonne santé, encore faut-il qu'on ait un sol qui soit nourri et qui soit lui-même en bonne santé. Donc ça nous fait des pistes, et j'évoquerai tout à l'heure un programme de recherche qu'on monte avec un certain nombre de partenaires. C'est des choses qu'il faut, me semble-t-il, essayer maintenant. J'en parle librement, puisque je ne suis pas viticulteur, donc c'est facile quand on ne le fait pas au quotidien. Mais malheureusement, j'insisterai lourdement sur cette question du travail du sol. Je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot, clairement, puisqu'à chaque fois qu'on touche sur 3 cm, on détruit les galeries des vers de terre qui sont, elles, permanentes et qui sont, j'insiste lourdement, la base des cycles absolument essentiels de la fertilité et non pas de la fertilisation des sols. C'est vrai qu'on peut amener de la fertilité de loin, mais il me semble avoir entendu beaucoup de viticulteurs dire que la fertilité, comme le travail du sol, éventuellement l'arrosage, ça coûterait et ça coûte déjà très cher. Voilà, donc les galeries des vers de terre, vous les voyez, vous les connaissez. Ce que je veux dire aussi, et ça marche pour la vigne comme pour le reste du monde, les racines, en réalité, ce sont des cortèges de microbes, de bactéries et de champignons. Ça ne sert pas à grand-chose, les racines en tant que telles. La fixation est multipliée par 10, par 15, dès qu'il y a des mycorhizes, pour aller chercher des éléments nutritifs et de l'eau. Et fondamentalement, le chemin exploré par les racines est celui créé par les vers de terre. Donc si on va avoir des plantes qui soient bien enracinées, qui aillent en profondeur, qui aillent chercher ce dont elles ont besoin, encore faut-il que le premier travail soit fait par ces bestioles qui s'appellent des vers. Et quand on les a dans l'estomac ou dans les intestins, c'est un petit peu moins drôle, mais dans le sol, c'est un peu plus intéressant. Voilà. Donc, je reviens rapidement. Je suis encore dans les temps ? Oui, bon, ben ça va, c'est parfait. Je vais essayer de trouver une autre histoire. Voilà, donc rapidement les histoires, évidemment, de la vigne, l'interaction des vignes. Évidemment, ces photos sont insoutenables et on ne reviendra jamais à ça, si ce n'est que ça existe encore, que ça fonctionne encore et que le modèle économique est certainement très intéressant. En tout cas, ça doit nous permettre de nous inspirer, de laisser libre cours à notre imagination et d'arrêter de voir quand il est bien conduit, quand il est à sa place, bien choisi, dans les bonnes conditions, pas l'arbre comme un intrus, mais peut-être comme un intrant parfois. Puisque fondamentalement, c'est quand même lui qui a créé la plupart des sols fertiles sur lesquels on cultive nos raisins aujourd'hui. On a remis en bas à droite une haie, tout simplement une haie, parce que ça peut commencer là, la protection climatique. On a beaucoup parlé ce matin de changement climatique. Ben oui, il faut atténuer les effets du changement climatique, même si ça commence dans le sol. Les microclimats, fondamentalement, si on réinjecte ce carbone dans le sol, si on remet plus de plantes à notre échelle et dans les techniques agricoles, on aura un impact extrêmement important sur ce changement climatique, avec beaucoup moins d'intrants, le travail du sol étant un intrant important, les amendements dont les engrais azotés en sont d'autres. Le microclimat, il peut être aussi créé par une simple haie qui élimine ou en tout cas divise fortement les grands axes de vent dominant sur lesquels on a parfois des dégâts relativement importants, et ça se joue, vous le savez bien, à quelques degrés près. Alors la question de la mécanisation, évidemment, voilà un des schémas, je crois que j'y reviens après sur une image aérienne, voilà un des schémas auxquels on réfléchit, sur lesquels on réfléchit, quelques rangées de vignes et quelques arbres qui viendraient de temps en temps
sans gêner qui que ce soit, dans quelques conditions que ce soit. Je ne crois pas que ce soit le jour de régler tous les problèmes de réglementation et d'espace. C'est vrai qu'en Gascogne, on a déjà des essais en cours et puis plein à venir. C'est peut-être un peu plus simple. Peut-être un peu plus simple pour nous, mais l'idée, c'est bien de créer un microclimat à l'échelle de la parcelle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans les questions de photosynthèse, encore faut-il pouvoir en faire, et quand il fait trop chaud, on n'en fait plus. Les sols se bloquent à une certaine température, donc cette régulation, et je crois que j'ai mis une diapo, l'idée de la couverture et de la couverture permanente et des engravères nous paraît évidemment parfaitement complémentaire à ces techniques-là. Encore une fois, l'arme ne sera pas la solution miracle. Et ce dont on a besoin fondamentalement pour qu'il n'y ait pas compétition entre les plantes et notamment compétition pour la ressource en eau. Quand je vous montrais mon modèle de la forêt, il ne se pose pas la question de l'eau, il s'adapte. Les plantes aiment souffrir, elles en ont même besoin. Ce dont elles n'ont pas besoin, et certainement pas besoin, c'est d'être dans des sols en très mauvais état sanitaire. Ça probablement. Mais il est avéré aujourd'hui que les plantes ont besoin d'être en concurrence, que les plantes ont besoin d'être en complémentarité, qu'elles ont besoin d'être stimulées et qu'elles ont besoin de souffrir jusqu'à une certaine limite à un moment donné. Ça indexe énormément de choses sur les systèmes racinaires. Dès qu'on met des plantes dans le confort de l'engrais ou de l'eau, je ne mélange pas tout parce que c'est un sujet qui n'est pas simple, mais dès qu'on met des plantes dans le confort, elles deviennent feignantes. Et on en a la preuve absolument formelle. Et les plantes feignantes, on a beaucoup de mal à les récupérer derrière parce que quelque part, elles sont un peu comme nous, un gros gâteau au chocolat posé ici sur la table, et évidemment tentant, et on s'y jetterait facilement. Mais si on veut que ces plantes continuent à être des productrices et non pas des consommatrices, encore faut-il qu'on leur donne les moyens de le faire dans de bonnes conditions. Donc, William y reviendra longuement tout de suite sur les essais de Restinclière, donc je n'insiste pas, évidemment. Voilà en image ce qu'on commence à projeter, ce qu'on voudrait faire, une dispersion d'arbres sur le territoire pour que ces microclimats soient favorables à tout le monde. Et on serait tenté de dire d'en sortir par le haut, puisqu'on pourrait travailler ces questions d'eau, de sol, de biodiversité, de microclimat, tout en produisant plus de biomasse. On pourrait prendre l'exemple du bois raméal fragmenté, qui est un bon couvre-sol, qui est un amendement intéressant, qui peut à un moment donné être un déclencheur intéressant de la vie organique dans les sols et notamment de la remise en place des mycorhizes. Ça veut dire que la machine qui s'appelle un arbre, qui prend un peu de place, mais encore faut-il faire des choix à un moment donné, ça prend un peu de place, mais ça apporte pas mal de choses, au-delà de l'image et au-delà du paysage, parce que ça c'est encore un autre débat, mais d'un point de vue agronomique, j'ai un arbre qui prend un peu de place, mais qui va m'amener un certain nombre de services à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, d'en mesurer les effets, d'en mesurer les conséquences. Je ne donnerai pas de leçons, il n'y a pas de leçons. Je pense que chaque parcelle agroforestière doit être adaptée à la situation. Le maître mot, de mon point de vue, à ce stade-là, ça serait peut-être de mettre un peu plus de diversité dans nos écosystèmes vignes. Parce que fondamentalement, la diversité, ça reste quand même un pilier important du développement durable. Voilà, des auxiliaires au sens large qu'on va pouvoir retrouver. Certains sont très utiles, d'autres un peu moins. Certains, il y a encore des choses à faire et à trouver, mais c'est peut-être pas inintéressant. Les chauves-souris, les abeilles, on ne sait pas trop, mais peut-être qu'il y a quelques pistes. En tout cas, je pense que les apiculteurs ne seraient pas fâchés de voir des abeilles dans les vignes, ou avec les couverts, ou avec l'agroforesterie et les tours de vigne. Ça fait des zones dans lesquelles on pourrait peut-être produire un certain nombre de substances, dont du miel. Donc voilà l'arbre tétard, j'en ai un petit peu parlé, donc je ne vais pas insister lourdement. Juste dire et redire que, comme la vigne, c'est une plante qu'on taille pas tous les ans, mais tous les 5 ans en moyenne. Ça veut dire aussi que si on la taille, elle régénère une partie de son système racinaire. Donc elle injecte ce qui s'appelle communément du carbone dans le sol, et puis elle rééclaire, elle redonne de l'espace, et elle permet peut-être une bonne gestion de l'interaction arbre et vigne. Je produis de la biomasse, je produis du bois raméal fragmenté, je produis du bois de chauffe, je produis tout un tas d'autres, avec tout un tas d'autres usages, des arbres qui me rendent bien des services. Voilà. Donc voilà une parcelle sur laquelle on est en train de travailler. On a mis quelques commentaires. Pourquoi, comment, où. Voilà un petit peu en termes de densité, à quoi ça ressemble.
C'est un projet qui est demandé évidemment par un viticulteur, on ne l'a pas inventé de toutes pièces, il répond à des objectifs divers et variés, dont l'économie peut être le maître le mot, et l'économie et l'écologie au sens noble du terme peuvent probablement rimer un petit peu dans ces conditions-là. Voilà une plante que vous connaissez peut-être, la lisier torminale, qui n'a rien à envier au bois exotique par exemple, parce qu'on pille encore pas mal les tropiques. C'est un arbre précieux, qui pousse pas très vite, mais qui prend pas beaucoup de place, qui est peut-être intéressant parmi tant d'autres. Alors ce qu'on a appelé la troisième génération, c'est la diversité des essences, et c'est évidemment, dans la mesure du possible, de couvrir au maximum les sols, et de mettre en place des mesures qui se rapprocheraient à ce qui s'appelle communément du génie végétal, c'est-à-dire beaucoup plus de végétal dans tout type de culture, dont la vigne. Alors voilà en résumé à quoi ça ressemble. Ça, c'est les éléments du rapport qu'on a rendu pour la transition énergétique, mais comme on a été un peu feignant, on a rendu strictement le même pour la PAC, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait rapports différents pour deux ministères différents qui doivent un peu plus se parler. D'un côté, si on récolte 100 tonnes de blé, de l'autre, on récolte aussi 100 tonnes de blé. Et ça, à Montpellier, ils sont assez forts pour nous montrer ça dans tous les sens. Sauf qu'on a 2 fois 100 tonnes de blé, plus tous les services induits de l'autre côté, moins l'érosion, la pollution des masses d'eau, la biodiversité, la biomasse qui est induite, plus le tourisme, plus le paysage, etc., etc. C'est un petit peu théorique vu comme ça, mais c'est des choses sur lesquelles on commence à avoir beaucoup de recul et qui fonctionnent, me semble-t-il, assez bien. Voilà, donc là, le lien avec les couverts végétaux et l'enherbement au sens large pour ramener cette matière organique dans les sols dont on a cruellement besoin. Ça, c'est une diapo que j'avais cru enlever, mais qui est restée. L'osier, traditionnellement, qui était aussi un arbre theta. Donc là aussi, on ne refera pas ça, mais ça doit pouvoir nous guider, être source d'inspiration. Je ne suis pas sûr qu'on refasse des paniers du jour au lendemain, encore que. Mais les usages et les machines et les technologies ayant tellement évolué, vous savez comme moi que la guerre du bois de tout ordre est engagée maintenant. La biomasse vaut une valeur phénoménale. Le bois broyé dont les usages sont incroyables et on ne les a pas tous inventés, ne serait-ce que pour les réinjecter dans le sol, hein, puisqu'on peut parler de fertilité in situ, parce que faire venir de la fertilité de l'autre bout du monde, ça coûte cher au sens large et ça peut créer des désordres sociaux aussi importants qu'environnementaux. Voilà un domaine sur lequel on travaille beaucoup, c'est la régénération naturelle assistée, avant même de planter, ou que ce soit dans quelques conditions que ce soit, les bandes enherbées en grande culture, mais les bordures de champs, de chemins, au sens large. Il y a souvent, pas exclusivement, mais souvent un potentiel important. La ronce étant le berceau des chênes, on est en mesure de laisser pousser gratuitement ou presque, valoriser la biomasse puisque des machines sont capables de la ramasser aujourd'hui en protection intégrée avec tous les auxiliaires dont on a besoin. Là, il faut arrêter, là, c'est ça hein. C'est bête, on commençait à s'habituer. Mais bon, ben, je passe, hein, les bandes enherbées, elles sont là, ici, en bas à gauche, dans le département du Gers, qu'on commence à connaître un peu. Je crois que c'est 14 700 km. 14 700 km, il n'y en a que 50% sur lesquels il y a des ligneux. Donc il y a une capacité à faire pousser ce qui s'appelle communément de la biomasse pour atténuer les effets du changement climatique et la filtration de l'eau, et j'en passe et des meilleurs, pour retrouver des abeilles, des cirfes, des carabes et autres bestioles intéressantes dans les champs assez facilement. Voilà. Et puis pour finir, quelques éléments de réflexion en cours. Hein. Je crois que le CASDAR est déposé avec les partenaires sont indiqués, comme j'ai peur d'en oublier. Je crois qu'il manque le syndicat des Côtes de Gascogne, mais bon, comme il est dans la salle, il se reconnaîtra. Je ne sais pas pourquoi il manque d'ailleurs, mais en tout état de cause, voilà. En tout cas, un travail intéressant, important, où chacun amène un peu d'eau au moulin, et que moi je trouve très très constructif parce qu'il y a des demandes, il y a des besoins. Il y a des interactions, il y a des champs à explorer. Ce sont des champs pas simples, parce qu'effectivement, dire comme ça de but en blanc, vous m'avez toujours pas foutu dehors, je suis un peu étonné. Mais il faut que je prenne ma bouteille vite d'ailleurs, parce que au cas où ça se produise, et qu'il faut arrêter le travail du sol. Oui, c'est sûr, il faudra arrêter le travail du sol un jour. Je ne sais pas quand, ni dans quelles conditions, ni comment, mais ça me paraît absolument nécessaire que de remettre cette activité biologique dont on ne parle pas assez dans nos sols viticoles. Merci pour votre attention.